Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur mon année. Dans cette vidéo, je vais vous parler du reste de mon année, c'est-à-dire des choses que j'ai pas dont je n'ai pas parlé dans les deux premières vidéos. Donc typiquement, je vais vous parler de tout ce qui n'est pas en rapport avec mon année scolaire et le projet Savoir pour tous. Donc grosso modo, dans cette vidéo, je vais vous parler de stress, de repos, de bourse et de lecture. Pour commencer, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé pendant la troisième semaine de septembre. En fait, pendant cette semaine-là, il m'est arrivé quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Pendant cette semaine-là, j'ai eu le plus gros coup de stress de ma vie. C'est-à-dire que j'ai été plus stressé que pendant les concours ou pendant les oraux que j'avais en prépa, quoi. J'ai vraiment jamais été autant stressé de ma vie qu'à ce moment-là. Et donc, pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça m'est arrivé, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, à ce moment-là, j'avais 4 grosses choses à faire en très peu de temps. Premièrement, pour le mercredi et le jeudi, on avait les exposés d'ouverture de Bio pour tous et d'informatique pour tous dans la plus grande salle de l'ENS qui fait à peu près 250 places. Et en fait, le gros problème qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'on sentait qu'il allait avoir quasiment personne aux exposés. C'est-à-dire qu'il y avait 250 places dans la salle et on sentait qu'il allait avoir genre 20 personnes. Et ça, c'était pas possible parce que, on avait fait venir des chercheurs, etc. On leur avait promis 250 personnes, entre guillemets. On avait réservé une aussi grande salle. On ne pouvait pas les faire venir qu'il y ait juste 20 personnes dans cette aussi grande salle. Donc, grosso modo, pour le mercredi et le jeudi, on devait absolument trouver comment remplir cette salle-là. Et bien sûr, on n'avait aucune idée de comment faire parce que, trouver 200 personnes comme ça, c'est juste extrêmement dur, mais on devait le faire. On devait trouver comment remplir cette salle-là. Donc ça, c'était le premier truc. Pour le mercredi et le jeudi, on devait trouver comment remplir la plus grande salle de l'ENS pour 2 exposés. Ensuite, la deuxième grosse chose que j'avais à faire, c'était pour le mardi en 8, donc le mardi de la semaine d'après, et je devais passer mon permis de conduire. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc la troisième semaine de septembre, j'étais pas du tout prêt pour passer mon permis. J'exagère peut-être un peu, mais j'étais vraiment pas prêt pour passer le permis. Typiquement, je savais pas comment je savais pas faire des créneaux, donc je devais apprendre comment faire des créneaux. Il me manquait 4 heures de rendez-vous pédagogique. Et je ne savais pas du tout répondre aux questions qu'on posait pendant le permis. Donc, j'avais encore pas mal de choses à faire pour pouvoir passer mon permis. Donc ça, c'était la deuxième grosse chose. Je devais passer mon permis et j'étais pas du tout prêt. La troisième grosse chose, c'est que pour le jeudi en 8, donc le jeudi de la semaine d'après, je devais soumettre mon article de recherche à écrire. Et à ce moment-là, il me restait encore beaucoup de choses à faire. Typiquement, il me restait beaucoup de choses à tester. Et il me restait tout l'article à écrire, donc tout le texte et tous les graphiques. Donc ça, c'était la troisième chose à faire. La troisième chose à faire, c'est que je devais faire mon article de recherche. Donc j'avais à peu près 10 jours pour le faire et il me restait énormément à faire. Et enfin, la quatrième et dernière chose que je devais faire, c'est que ça, c'était pour le jeudi en 15, donc le jeudi 2 semaines après, c'est que je devais faire mon exposé informatique pour tous. Et là encore, il me restait énormément de choses à faire. Typiquement, il me restait toutes les slides à faire et ça, c'est énormément de boulot. Donc pour résumer le contexte à ce moment-là, j'avais 4 grosses choses à faire en très peu de temps. Et contrairement à d'habitude, c'est-à-dire qu'en général, d'habitude, quand je me lance dans des trucs, je suis quand même assez confiant sur le fait que je peux les faire. Et bien là, c'était totalement différent, c'est-à-dire que j'avais 4 grosses choses à faire et j'étais pas du tout confiant sur le fait que j'allais réussir à toutes les faire d'un coup. Donc dit autrement, à ce moment-là, je sentais qu'il était possible que je foire tout. Donc ça, c'était pour le contexte à ce moment-là. J'avais 4 grosses choses à faire et en gros, grosso modo, j'étais pas du tout confiant. Maintenant, je vais vous parler du stress. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des heures et des jours, le stress s'est mis à monter de plus en plus. Au début, c'était supportable, ça allait. Et puis, petit à petit, c'est devenu de moins en moins supportable jusqu'à atteindre un niveau jamais eu avant. Donc, le paroxysme, c'est-à-dire le moment où j'ai été le plus stressé, est arrivé le mardi à 14 heures. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment atteint un niveau de stress que j'avais jamais eu avant. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, j'étais en train de coder comme ça. Je codais pour le papier de recherche que je devais finir pour dans 10 jours à peu près à ce moment-là. Donc, je codais, je sais plus, j'avais des expériences à faire, je codais. Et puis, mes mains sont mises à trembler un petit peu. Et puis, de plus en plus. Et à un moment, elles ont atteint un niveau de tremblement qui était tellement fort qu'il m'était impossible de coder. Voilà, juste mes mains, elles tremblaient comme ça, grosso modo. Donc, je codais, puis mes mains tremblaient comme ça et je loupais les touches, j'arrivais plus à écrire sur mon clavier, etc. Et donc, ce que j'ai essayé de faire pendant un certain temps, c'est j'ai essayé de forcer à contrôler mes mains, donc de contrôler mes mains pour plus qu'elles tremblent et de taper sur les touches du clavier, sauf qu'en contrôlant, c'était juste impossible en fait. Je mettais plus de force pour juste
pas faire bouger mes mains et c'était impossible. Je pouvais pas taper sur les touches même en faisant comme ça. Donc à un moment, j'ai compris, ok, juste c'est pas possible là. Tu peux pas continuer à écrire, tu vas juste pas y arriver. Donc tu dois absolument, enfin là je me suis dit à ce moment-là, ok, là c'est bon, je dois arrêter temporairement, je dois juste faire une pause et je dois absolument me calmer et contrôler mon stress parce que sinon, si je fais pas ça, je vais juste pas pouvoir continuer quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté, je me suis levé et là j'ai essayé de me calmer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché le plus calmement, le plus lentement possible. Et tout en marchant calmement et lentement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis forcé, et je dis bien le terme forcé, je me suis forcé à respirer le plus lentement possible. Je dis bien forcé parce que c'était extrêmement dur. À ce moment-là, j'étais très stressé, donc je respirais ultra vite. Et donc, je me suis forcé à respirer le plus lentement possible. Donc, grosso modo, à faire… Voilà, c'est extrêmement simple parce que je suis pas du tout stressé actuellement. Donc, en vidéo, c'est extrêmement simple. C'était beaucoup, beaucoup plus dur à ce moment-là. Mais c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est vraiment ce que je me suis forcé à faire, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, je marchais. Je me suis forcé à marcher le plus calmement possible et à respirer le plus lentement possible. Et après, j'ai bu de l'eau. J'ai essayé de parler un petit peu à voix haute, de sortir sur le balcon, etc. Enfin, de faire un peu, de me distraire un petit peu pour baisser tout ça et juste essayer de me calmer, quoi. Donc, je suis pas du tout un expert dans la manière, enfin, je sais pas du tout comment il faut faire. Je suis pas du tout un expert dans le domaine de la relaxation, on va dire. Mais en tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de me lever, de me déconnecter temporairement de mon ordi, de marcher lentement, de respirer lentement, de boire un peu d'eau, d'essayer de parler, de sortir, enfin bref, d'essayer de me déconnecter, de couper avec ce que j'étais en train de faire. Et en faisant tout ça, donc en essayant de me calmer, j'ai pris conscience de la situation et je me suis rendu compte que la situation était vraiment très grave. Enfin, ça m'était jamais arrivé de ma vie que mes mains tremblent à ce point-là et que j'arrive pas à les contrôler, quoi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je veux me retrouver dans une situation pareille. Si j'étais vraiment pas bien, ça allait vraiment pas du tout. Donc je me suis dit, plus jamais de ma vie, je me retrouve dans une situation pareille. Là, à ce moment-là, j'avais pas le choix. Je m'étais engagé dans toutes ces choses et je devais absolument les faire. Mais je me suis dit, ensuite, je vais tout faire pour que plus jamais une telle situation se reproduise. Plus jamais je veux ça de ma vie. Et donc, bon, donc, grosso modo, ça, c'est des moments où je me suis calmé et je suis arrivé à me calmer à ce moment-là. J'ai eu des prises de conscience, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le stress est redevenu OK. Je suis retourné à mon bureau ensuite. Je suis retourné travailler. Et après, le stress s'est estompé, grosso modo, pendant le reste de la semaine. Et enfin, il s'est pas du tout estompé. C'est-à-dire, je n'ai pas plus de stress, mais en tout cas, il est redevenu à un niveau supportable pendant le reste de la semaine. Si je viens de vous raconter ce passage-là de ma vie sur le stress, c'est pas pour vous dire de vous engager dans rien pour ne pas avoir de stress. En soi, personnellement, je pense qu'avoir du stress, c'est pas forcément mauvais. Plutôt, si je vous ai raconté ce passage-là de ma vie, c'est plutôt pour vous dire de faire attention à ne pas vous engager dans trop de choses. Parce que si vous vous engagez dans trop de choses, comme je vous l'ai montré, ça peut mener à des situations extrêmement dures, voire insupportables. Et enfin, pour clôturer cet épisode de ma vie, je vais vous dire si oui ou non j'ai réussi à faire les 4 grosses choses que je devais faire. Et bien la réponse c'est oui. Tout s'est bien terminé, j'ai réussi à faire ces 4 grosses choses et d'ailleurs j'étais extrêmement content quand j'y suis arrivé. Donc premièrement, j'ai eu une idée pour ramener du public pour les exposés d'ouverture. L'idée c'était la suivante. Je me suis dit pourquoi pas envoyer des mails aux professeurs de prépa aux alentours parce que ça pourrait intéresser fortement leurs élèves. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé des mails aux professeurs de prépa aux alentours qui, eux, en ont parlé à leurs élèves. Et grâce à ça, on a eu à peu près 100 élèves qui sont venus à chacun des exposés. Donc, bon, on n'a pas rempli pleinement la salle, mais la salle était beaucoup plus remplie. Ça paraissait OK d'avoir une salle aussi remplie, je pense. La deuxième chose, c'est que j'ai réussi à me préparer pour le permis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des vidéos de la chaîne Vidéo Permis. Donc, j'ai regardé 4-5 vidéos à peu près sur comment se passe le permis, sur comment faire des créneaux, etc. Et ensuite, après, on a pris 1 heure avec ma mère pour bourriner les créneaux. Donc pendant 1 heure, j'ai fait créneau sur créneau sur créneau sur créneau. Et ensuite, j'ai regardé une vidéo pour apprendre les réponses aux questions qu'on pose pendant le permis de conduire. Et donc ça, c'est comment je me suis préparé. Ensuite, j'ai passé le permis. Ça s'est bien passé et finalement, je l'ai eu. Ensuite, la troisième chose, c'est que j'ai réussi à faire mon papier. Donc j'ai réussi à faire tous les tests que j'avais en tête de faire. Et j'ai réussi à écrire à temps l'article. Et enfin, la quatrième chose, c'est que j'ai réussi à faire mes slides pour mon exposé informatique pour tous. Donc, j'ai réussi à faire ces 4 choses-là, mais là, vraiment, pour le coup, j'étais
pas du tout serein à la base. Et ben, j'ai pas envie qu'une telle situation se repasse. Maintenant, je vais vous parler des vacances de Noël. Donc les vacances de Noël des années précédentes, je travaillais beaucoup et je profitais peu de ma famille. Et cette année, je voulais pas ça. C'est-à-dire que je voulais plutôt travailler le minimum possible pour pouvoir profiter de ma famille, mais aussi pour pouvoir souffler et me reposer. Parce que je travaille énormément avec le master et Savoir pour tous. Et là, je sentais qu'il fallait que je fasse une pause, juste que je me repose, que je prenne le temps de souffler, de réfléchir, de prendre du recul sur la situation. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que les semaines précédant les vacances de Noël, eh ben, j'ai travaillé énormément pour prendre un maximum d'avance et pour avoir le minimum de choses à faire pendant les vacances. Donc typiquement, j'ai essayé d'avancer au maximum les projets que j'avais à faire dans mon master, donc dans le master MVA. Et j'ai essayé de faire tout le montage vidéo que j'aurais dû faire, que je devais faire pendant les vacances, pour ne pas en avoir à faire pendant les vacances. Du coup, avant les vacances de Noël, j'ai travaillé énormément et j'ai réussi à le faire, donc j'ai réussi à prendre l'avance que je voulais. Et du coup, pendant les vacances de Noël, ben, j'ai pu travailler très peu. J'ai réussi à seulement travailler 4 jours pendant les 2 semaines de vacances. Et ben, ça m'a forcément libéré beaucoup de temps. Et ce temps, ben, j'ai pu l'utiliser pour profiter de ma famille, mais aussi souffler. Donc par souffler, j'entends, ben, j'avais pas de réveil, j'ai enlevé le réveil, j'ai enlevé toutes les contraintes, c'est-à-dire que j'avais rien dans mon emploi du temps, je devais rien faire. Et juste, je me suis laissé guider par mon envie, c'est-à-dire que je lisais, je papillonnais, je programmais, je réfléchissais. Enfin bref, aucune contrainte, il n'y avait pas de temps, juste je faisais des trucs et aucune contrainte de productivité, rien du tout. Juste faire ce que je veux pendant un certain temps. Et ça, en fait, le fait de souffler, de ne me donner aucune contrainte, de ne rien attendre en termes de productivité, ça a fait que j'ai été en fait extrêmement productif ou même, ça a été vraiment quelque chose de très bénéfique pour moi. Typiquement, ben, à ce moment-là, pendant ces 2 semaines de vacances-là, ma vie s'est beaucoup éclaircie. C'est-à-dire que ben, j'ai pris beaucoup de recul sur ma situation, sur ce que je faisais. J'ai compris quelles étaient les choses importantes pour moi, pas importantes, les choses qui me plaisaient, qui ne me plaisaient pas. Ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul. Et ça a aussi dénoué des nœuds dans mon cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sais pas, il y a des fois, enfin, pendant les semaines d'avant où je travaillais énormément, j'étais tendu, etc. Il y avait des trucs qui me tiraillaient, etc. Et puis là, d'un coup, juste en faisant rien, en fait, tout s'est dénoué comme ça dans ma tête. Donc ça, c'était vraiment, ça a éclairci ma vie, on va dire, entre guillemets. Et puis, pendant ce temps-là, en fait, j'ai fait très peu de choses, mais le peu de choses que j'ai fait était en fait très importantes. Et typiquement, j'ai fait 4 choses très importantes, mais très simples, enfin très importantes dans ma vie, mais qui étaient très simples à faire. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, dans la suite, là, je vais détailler ces 4 choses-là. La première chose que j'ai faite pendant les vacances de Noël, ça a été de prendre un abonnement 4G. Alors, je sais que tout le monde en a un, mais moi, personnellement, j'en avais jamais eu avant. Et je savais aussi que c'était très pratique d'avoir accès à la 4G. Par exemple, je sais pas, si tu es perdu dans Paris et que tu veux trouver quel est le transport en commun qui permet de rentrer chez toi, ben, si tu as la 4G, c'est très simple. Sinon, ben, tu dois galérer à trouver un Wi-Fi, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous convaincre du fait que la 4G, c'est pratique. Et donc, je savais que c'était très pratique, mais personnellement, j'avais jamais pris le temps de prendre un abonnement 4G. Et du coup, pendant les vacances de Noël, ben, je l'ai fait. Donc, j'ai pris un forfait Bouygues avec appel SMS limité, 40 Go de 4G et pour 10 € par mois. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, c'est dingue. Parce que ça, c'est une action très simple qui m'a pris, on va dire, 1 heure pour choisir l'abonnement et le commander. Mais ensuite, par la suite, ça a eu tellement d'impact sur ma vie. Ça a tellement simplifié ma vie, en fait. Enfin, j'étais tellement plus productif, etc. Et donc, une action si simple a eu, par exemple, énormément d'impact ensuite sur ma vie. La deuxième chose que j'ai faite pendant les vacances de Noël, ça a été de trouver comment utiliser sous Linux le Windows de ma partition Windows. Donc je vous explique. Grosso modo, sur mon ordi, j'ai 2 systèmes d'exploitation. J'ai 2 partitions avec 2 systèmes d'exploitation. J'ai une première partition sous Linux et une deuxième partition sous Windows. La partition, enfin, j'utilise Linux parce que ben, c'est très pratique pour coder et pour être productif. Et j'utilise Windows pour certains logiciels, pour Photoshop, pour Premiere Pro, pour PowerPoint, pour Adobe Reader, etc. Et donc du coup, si vous voulez pouvoir utiliser le Windows de ma partition Windows sous Linux, ben, ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est que ben, je peux continuer à booter sous Windows. Et donc ça me permet d'avoir 100% du CPU quand je fais du montage vidéo par exemple. Et le deuxième avantage, c'est que ça me permet d'utiliser Windows sous Linux et donc d'utiliser tous les logiciels Windows sous Linux, donc Photoshop, PowerPoint, Adobe Reader, etc. Et bah donc du coup, ça simplifie énormément
ma vie parce que ce que je faisais, c'est qu'en permanence, j'alternais. Dès que j'avais besoin d'utiliser Photoshop, j'alternais entre, je sortais de Linux pour redémarrer sous Windows. Et ça, c'est quand même très pénible à la longue, surtout si j'ai besoin d'utiliser Photoshop pour faire 2-3 trucs. Donc voilà, donc ça, j'ai trouvé comment utiliser le Windows de ma partition Windows sous Linux. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la solution, mais grosso modo, ça consiste à utiliser une machine virtuelle qui utilise une partition. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter en MP sur ma page Facebook et je vous donnerai plus de détails. Et donc, cette action-là, qui a été quand même relativement simple, elle m'a ensuite, par la suite, énormément simplifié la vie. La troisième chose que j'ai faite pendant les vacances de Noël, c'est que je me suis mis à utiliser OneNote. Donc jusqu'à présent, je stockais mes notes dans des fichiers texte, mais ça, c'était pas du tout pratique en fait, parce que typiquement, je pouvais pas insérer d'images, de liens, de couleurs dans mes notes. Et si je voulais les partager, c'était vraiment pénible à faire. Et en fait, le problème de mettre ces notes dans un fichier texte, c'est que ça bride totalement la créativité, ça freine totalement la créativité. Et du coup, ce que j'ai fait donc pendant les vacances de Noël, c'est que je me suis mis à utiliser OneNote. OneNote, c'est un gestionnaire de notes et c'est très pratique à utiliser. Typiquement, c'est très simple de créer et d'organiser des notes. On utilise des notebooks. C'est très facile d'insérer des images, des liens, des tableaux, des couleurs, etc. Et c'est très facile de partager des notes. Et donc, je me suis mis à utiliser OneNote pour mes notes personnelles, mais aussi pour Savoir pour tous. Et donc ça, typiquement, le fait d'utiliser OneNote, ça a aussi énormément simplifié ma vie. Enfin, la quatrième et dernière chose que j'ai faite pendant les vacances de Noël, ça a été d'investir en bourse. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la bourse, je vais faire une petite mise à niveau. Donc jouer en bourse, ça veut juste dire acheter ou vendre des titres. Et il y a deux principaux titres. D'une part, les actions et d'autre part, les indices/ETF. Alors, indice et ETF, c'est pas exactement la même chose, mais c'est grosso modo le même concept, donc je les mets ensemble. Donc, les actions, c'est quoi? Ce sont tout simplement des parts du capital d'une société. Donc, par exemple, Total. Donc, acheter des actions Total, ça voudrait dire acheter des parts du capital de la société Total. Les actions, c'est en général plus risqué, mais vous allez avoir de plus gros gains potentiels avec. Et donc, d'autre part, il y a les indices/ETF. Et là, cette fois-ci, ce sont des paniers d'actions, c'est-à-dire des ensembles d'actions. Donc, par exemple, le CAC 40, c'est un indice. Et acheter du CAC 40, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un petit peu des 40 plus grosses entreprises françaises. En général, contrairement aux actions, les indices/ETF sont moins risqués, mais malheureusement, du coup, donnent de moins gros gains potentiels. Et donc, juste la dernière chose que je veux dire sur la bourse et l'investissement en bourse, ce sont deux petites mises en garde. La première mise en garde, c'est que quand vous jouez en bourse, vous n'avez aucune garantie de gain. D'accord? Donc demain, il est possible que la bourse s'effondre totalement et vous allez perdre tout votre argent. Donc ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête. Et du coup, puisque vous n'avez aucune garantie de gain, il n'est pas recommandé d'investir de l'argent qui vous est vital. C'est-à-dire, n'investissez que de l'argent que vous pouvez perdre et qu'il n'est pas trop grave pour vous de perdre, quoi. Donc ça, ce sont vraiment deux mises en garde ultra importantes si jamais vous voulez investir un jour en bourse. Gardez en tête que vous n'avez aucune garantie de gain et du coup, il vaut mieux pas investir de l'argent vital en bourse. Donc voilà pour cette petite mise à niveau sur la bourse. Donc moi, pendant les vacances de Noël, j'ai investi en bourse. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'avant d'investir en bourse, je me suis dit que j'allais me former pour éviter toutes les erreurs de débutants possibles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un cours sur Udemy qui s'appelle Save, Protect and Make More Money, qui coûte 10 € à peu près. Et je l'ai acheté et je l'ai visionné. Donc il y a plein de choses dans ce cours-là et en partie, la personne qui fait le cours explique comment bien investir sur le long terme en bourse. Et donc comme je vous ai dit, le fait de voir ce cours-là, je sais que ça m'a permis d'éviter des tonnes d'erreurs de débutants que j'aurais faites. Je suis sûr que je les aurais faites. Et donc par conséquent, ça me permet sur le long terme de gagner beaucoup plus d'argent en faisant ça. Et donc du coup, j'ai commencé par me former. Une fois que j'ai vu ce cours-là, je me suis dit, ok, ça va, je pense que j'ai assez de connaissances pour pouvoir investir. Et donc, j'ai investi pour la première fois le 7 janvier en bourse à hauteur de 5 000 €. Donc, je vous affiche là les titres que j'ai achetés. Et pour ceux qui connaissent ou si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte que j'ai acheté seulement des ETF. Donc, pour commencer, j'ai acheté seulement des ETF et pas des actions parce que c'est moins risqué. Donc, pour commencer, je voulais pas investir dans un truc trop risqué. Et surtout, le plus important, c'est parce que à ce moment-là, donc pendant les vacances de Noël, j'avais pas assez de temps pour acheter correctement des actions, c'est-à-dire bien me renseigner sur les entreprises
sur les entreprises desquelles j'achète des actions. Et dernière chose, c'est que donc j'ai acheté des actions et pour ce faire, je les ai achetées sur la plateforme DeGiro et je vous mets bien sûr le lien en description. Donc finalement, pour conclure ces vacances de Noël-là, j'ai fait très peu de choses, mais ces choses-là ont été très bénéfiques pour moi. Et l'enseignement que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, c'est que des fois, le repos, ça peut apporter beaucoup plus que l'effort. En février, j'ai décidé de me mettre à lire tous les soirs avant de dormir. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de me mettre à lire? Tout simplement parce que l'année dernière, j'avais vu une vidéo qui s'intitulait Reading a book a week is changing my life. Et dans cette vidéo-là, la personne listait les livres qu'elle avait lus et ce qu'ils lui avaient apporté dans sa vie. Et moi, en sortant de la vidéo, en finissant de voir la vidéo, j'étais convaincu que pour moi aussi, la lecture pouvait m'apporter beaucoup. Et là, en février, en fait, je commençais à avoir beaucoup plus de temps libre. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais commencer à me mettre à lire. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de me mettre à lire tous les soirs avant de dormir? Et là encore, la réponse est simple, c'est tout simplement pour créer une habitude. Parce que si j'arrivais à créer l'habitude de me mettre à lire tous les soirs avant de me coucher, j'allais rendre tout simplement la lecture automatique et j'allais plus avoir besoin de dépendre de ma motivation. Donc en février, j'ai décidé de me mettre à lire tous les soirs avant de me coucher. Seulement, à ce moment-là, j'avais un seul problème avec la lecture. C'était plus particulièrement avec les livres. Et je trouvais que les livres, en fait, prenaient beaucoup trop de place et que j'avais pas envie de devoir déplacer 30 livres à chaque fois que je déménage. Du coup, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas acheter une liseuse? Sauf que immédiatement, je me suis dit, attends, tu veux acheter une liseuse alors que tu n'as même pas commencé à lire? Ça se trouve, au bout d'une semaine, tu vas arrêter de lire et la liseuse que tu auras achetée, elle te sera totalement inutile. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, à la place de commencer par acheter une liseuse, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un livre papier. Et si tu arrives à le finir en lisant quotidiennement, alors à ce moment-là, tu pourras acheter une liseuse. C'est-à-dire, si j'arrive à lire quotidiennement et à finir ce livre-là, normalement, il y a de très faibles chances pour que j'arrête après. Donc, à ce moment-là, je pourrais acheter une liseuse et normalement, ça sera un achat utile. Il y aura des chances pour que cet achat-là sera utile. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par acheter un livre papier. J'ai acheté le livre Influence et manipulation. Et j'ai lu de manière assidue pendant un mois le soir. Donc, je lisais à peu près 30 minutes par jour. Et au bout d'un mois, j'ai réussi à finir ce livre-là. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, tu as réussi à être assidu pendant un mois. Normalement, ça devrait être bon maintenant. Tu as réussi à tenir l'habitude. Et donc, à ce moment-là, j'ai acheté une liseuse. Alors, personnellement, j'ai choisi d'acheter une Kindle Paperwhite. Tout simplement parce qu'elle me semblait offrir un très bon confort de lecture et que le prix était raisonnable, à peu près 120 €. Et du coup, de février à fin juillet, j'ai réussi à lire quotidiennement. Et j'ai lu plusieurs livres. Alors, j'ai lu Influence et manipulation, j'ai lu Comment parler en public, j'ai lu On Writing Well, j'ai lu Le Petit Prince et j'ai lu How Google Works. Et grâce à ces lectures-là, comme la personne le dit dans la vidéo, personnellement, j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté. Et enfin, juste avant de clôturer cet épisode sur la lecture, j'aimerais juste vous lister quelques avantages que peut avoir une liseuse par rapport à un livre papier. Enfin, plus précisément que peut avoir une Kindle parce que je ne connais pas trop les autres liseuses. Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est tout simplement qu'une Kindle, c'est plus léger qu'un livre. Et du coup, ça fait moins mal au bras quand vous lisez. Typiquement, moi, ça m'était déjà arrivé de lire des gros livres et juste d'avoir mal au bras au bout de 20 minutes ou 30 minutes de lecture. Et là, avec une Kindle, vous n'aurez jamais ce problème-là. Un deuxième avantage, c'est qu'une Kindle peut contenir 1000 livres. Et donc, c'est très peu encombrant. Troisième avantage, c'est que c'est très pratique de lire avec une Kindle. Typiquement, vous pouvez facilement lire dans les transports en commun quand vous êtes debout et quand vous vous tenez à une barre, par exemple, parce qu'il vous suffit de votre pouce pour tourner une page. Il vous suffit d'appuyer sur l'écran pour que la page tourne. Quatrième avantage, vous avez plein de fonctionnalités en plus qui ne sont pas dans un livre. Typiquement, vous pouvez surligner des passages, vous pouvez chercher la définition d'un mot dans le dictionnaire, vous pouvez le traduire, etc. Et ça, c'est plein de fonctionnalités très utiles quand vous lisez. Et cinquième et dernier avantage, c'est que vous pouvez acheter des livres instantanément. Parce que la Kindle est reliée à Amazon et du coup, vous êtes dans votre livre, vous venez de finir votre lecture, vous cherchez un livre dans Amazon et vous pouvez l'acheter immédiatement. Donc voilà à peu près tous les avantages que je trouve personnellement, que je trouve pour la Kindle. En mars, j'ai de nouveau investi en bourse. Cette fois-ci, j'ai acheté 5000 € d'actions
Donc j'ai acheté du Google, du Apple, du Microsoft, du Salesforce, Spotify, PayPal, etc. Bon, je vous affiche la liste là à l'écran. Et ça m'a pris à peu près 6 heures pour choisir les actions que je voulais acheter. En juillet, j'ai de nouveau investi en bourse. Cette fois-ci, j'ai vendu les actions que j'avais de Square et de Apple. J'ai vendu les actions de Square parce que en fait, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas bien leur business model. Je ne comprenais pas bien comment ils gagnaient de l'argent. Et j'ai vendu les actions d'Apple parce que ben, j'y croyais plus. Alors croire, c'est pas très rationnel, mais bon, je vais pas trop détailler pourquoi, mais j'y croyais plus. Et j'ai aussi à ce moment-là acheté des actions d'Uber et des actions de Facebook. Et donc je vais faire juste un petit bilan sur mes investissements en bourse fin juillet. Ben, fin juillet, j'avais donc investi au total 10 000 euros. Et à ce moment-là, j'avais eu un gain de 16%, donc de 1 600 euros. Mais je tiens vraiment à rappeler qu'il n'y a absolument aucune garantie que c'est pas censé continuer de monter, censé continuer de descendre, je sais pas quoi. Il n'y a aucune garantie sur le futur. Pour vous donner un exemple, début mai, j'étais à plus 13%, début juin, j'étais à plus 2%, et fin juillet, j'étais à plus 16%. Donc vous voyez, ça a énormément entre-temps. Pour finir, en août, j'ai eu 2 semaines de vacances, et cette fois-ci, c'était des vraies vacances. C'était la première fois depuis la prépa que j'avais vraiment des vraies vacances en été. Et ça a vraiment été super, j'ai vraiment pu profiter de ma famille. Et enfin, là, pour le coup, j'ai vraiment rien fait pendant ces vacances-là et ça a vraiment fait du bien. Avant de clôturer cette vidéo-là, j'aimerais encore vous parler d'une dernière chose. J'aimerais vous parler des quelques petites sorties que j'ai pu faire pendant l'année. Alors, je suis allé voir 3 pièces de théâtre, Le Misanthrope, Tartuffe et Le Malade imaginaire. Je suis aussi allé voir le concert de Kerry James au Zénith et un one-man show de Haroun. Et je voulais aussi aller voir le spectacle de Fabrice Lucchini sur l'argent, mais j'ai pas pu aller le voir parce que je suis parti un peu à la bourre et j'ai eu des problèmes de métro à ce moment-là. Donc ben, n'oubliez pas, si vous voulez aller à un spectacle, de partir un petit peu en avance parce que vous pouvez toujours avoir des galères et louper le spectacle, quoi. Voilà, bah, c'est la fin des vidéos sur mon année 2018-2019. Ça n'a pas été facile pour moi pour les enregistrer, mais bon, c'est bon, j'y suis arrivé. Bon, donc je viens de raconter tout ce que j'avais à dire sur l'année 2018-2019, mais il reste une chose très importante dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est tout simplement ben, la suite, ce que je suis en train de faire cette année. Et ça, je pense que personne ne peut deviner ce que je fais cette année. Et vous aurez la réponse dans la 5e et dernière vidéo de cette série.